Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Antoine Ravon, Marianne Chassor, Samuel Legendre, Colomba Grossi, Tristan Grenassia et Adèle Van Rett que vous retrouverez très bientôt. À la lecture des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation, Midia Portis-Guérin. Avec à la prise de son aujourd'hui, Théo Gomard. Rome racontée, Rome pensée, Rome gouvernée. Toute cette semaine, nous avons tourné autour de Rome, à partir de Rome et dans Rome. Mais Rome s'est-elle montrée? Alors que lundi, nous avons découvert comment Énée est arrivé jusqu'à Rome, que mardi, nous avons appris comment le stoïcien Marc Aurèle faisait de Rome une partie du cosmos, et que hier, mercredi, nous avons lu comment l'empereur Adrien fuyait le centre du monde, remettons aujourd'hui, et pour la dernière fois de cette semaine, Rome à sa place. Mais quelle est la place de Rome? Et puis comment la montrer? Quel est son vrai visage? Le mieux pour le savoir, c'est peut-être d'écouter un cinéaste italien, romain de cœur, Federico Fellini. E la Roma di oggi? Che effetto fa a chi arriva per la prima volta? Proviamo a entrarci in macchina, dall'autostrada, attraverso l'inevitabile grande raccordo anulare. Questo raccordo che circonda tutta la città come un anello di Saturno. Scaratti ad Attica. Bel colpo. E quando vincevo? 5-0. Oggi mi va male. Dillo a mamma. Sono cartacce. Mando. Et la Rome d'aujourd'hui, quelle impression à celui qui y vient pour la première fois. Entrons dans la ville par l'autoroute en traversant l'inévitable périphérique qui entoure tout Rome comme un anneau de Saturne, d'où son nom en italien. 5-0. Aujourd'hui, ça va mal. Hé, dis-le à maman. Les oreilles une autre fois. On dirait que Où est-ce qu'ils vont, ces fous? successeur de Di Stefano. Car non seulement Carlotti est un excellent buteur, mais il est toujours là au moment propice pour marquer ou pour faire profiter ses équipiers de Ce que vous voyez là, c'est mon équipe cinématographique. Nous parlons tous anglais. Mal, mais nous le parlons. Même la script girl, qui est allemande. Nous sommes en plein préparatif. Vous en avez pour longtemps? Non, on est prêt dans une minute. Dépêche-toi, il va pleuvoir. Hé, bande de couillons! Tenez-vous bien! Un Romain vient de nous adresser un bonjour affectueux. C'est un bon présage. Allons-y! Qu'est-ce que Rome? Tout au plus, je peux essayer de dire ce qui me vient à l'esprit quand j'entends le mot Rome. Je me le suis souvent demandé, et je le sais plus ou moins. Je pense à une grosse bouille rougeâtre qui ressemble à Sordi, à Fabrizi, à la Magnani. Une expression rendue grave et soucieuse par des exigences gastrosexuelles. Je pense à un lourd terrain, brun et boueux, à un ciel vaste, déchiré comme une toile de fond à l'opéra, avec des couleurs violettes, des lueurs jaunâtres, noires, argentées, des couleurs funéraires. Mais tout compte fait, c'est un visage réconfortant. Réconfortant parce que Rome te permet tout type de spéculation verticale. Rome est une ville horizontale, d'eau et de terre, une ville allongée et donc la plateforme idéale pour des envols fantastiques. Les intellectuels, les artistes qui vivent toujours en se frottant à deux dimensions différentes, le réel et l'imaginaire, y trouvent l'élan libérateur qui convient à leurs activités mentales, avec le réconfort d'un cordon ombilical qui les rattache solidement au concret. C'est que Rome est une mère, la mère idéale car elle est indifférente. C'est une mère qui a trop d'enfants. Elle ne peut donc pas se consacrer à tous. Elle ne te demande rien. Elle n'attend rien. Elle t'accueille quand tu arrives et elle te laisse partir quand tu t'en vas.
Bonjour Jean Gilly. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de la Rome de Fellini, donc comme on l'a compris. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, critique et historien du cinéma. Vous êtes l'auteur notamment de Fellini, magicien du réel, paru aux éditions Gallimard, le cinéma italien, paru dans une nouvelle édition en 2011 aux éditions La Martinière, et puis plus récemment, vous avez préfacé le dictionnaire du cinéma italien aux éditions du Nouveau Monde. Alors je viens de lire un texte de Fellini, extrait de Otto Intervista, texte dans lequel il définit Rome. Alors si Rome est bien, comme il le dit, une mère idéale parce qu'elle est indifférente, un visage sur lequel on peut se projeter, soi et ses spéculations et ses envols fantastiques, alors qu'est-ce que Fellini lui-même ne projette pas sur Rome, mais nous projette de Rome? Je crois d'abord qu'il faut insister sur le fait que Rome est une source d'inspiration infinie pour Fellini. Bon, c'est une ville qu'il quittait de mauvais gré. Il était installé à Rome quand il y est arrivé en 1939, il avait 19 ans, et pratiquement il ne l'a jamais quitté, que pour de brefs séjours, ailleurs en Italie, peu à l'étranger. Fellini n'était pas un voyageur. Je crois que pour lui, le grand voyage, c'était d'aller du centre-ville de la Via Margutta, cette rue historique près de la place du Peuple, jusqu'à Cinecittà, c'est-à-dire faire Cinecittà qui est le studio qui est le studio de cinéma qui avait été construit et inauguré en 1937 à la périphérie de Rome, où à l'origine on se rendait en tramway, par un tramway que Fellini a d'ailleurs immortalisé dans Intervista, et où aujourd'hui on va en métro, mais c'est une périphérie proche. Donc en fait, voilà, le grand voyage, éventuellement, c'était aussi d'aller en bordure de mer, à Fregene, qui est la plage de Rome. Donc voilà, l'univers de Fellini, finalement, il se circonscrit à cet espace géographique très limité, parce que je crois qu'il y a trouvé, quand il insiste sur le fait que c'est une mer, qu'elle vous donne la possibilité non seulement de se sentir protégé, mais de se sentir libre, d'exprimer ce que l'on ressent. Donc pour lui, Rome, c'est vraiment une source d'inspiration sans limite et qui est vraiment le fil rouge qui traverse toute son œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez prononcé le mot de périphérie. Or, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est un extrait de Roma. Hein. Nous, en France, on dit souvent Fellini Roma, mais le titre, donc, c'est Roma. Son film de 1972, où Rome est véritablement le personnage principal de ce film. Et dans l'extrait qu'on entend, il s'agit d'une arrivée à Rome par la route, par le périphérique qui est bondé de toutes sortes de personnages, comme les films de Fellini. Et finalement, cette scène est un peu à l'image de l'enjeu de ce film, à savoir comment on peut arriver à Rome, comment on peut atteindre Rome, comment on peut représenter Rome comme un personnage principal, Jean Gilly. Il y a d'ailleurs quelque chose un peu de paradoxal que de dire qu'on arrive à Rome par un périphérique qui fait le tour de la ville. Et si à un moment on ne quitte pas ce périphérique pour emprunter un des rayons qui vont du cercle au centre, il faut bien se séparer. Alors évidemment, ce périphérique, il présente une myriade, toutes les facettes de la ville. Il nous laisse entendre qu'on est autour de la ville et qu'on va devoir à un moment y entrer, quoi. Un petit peu comme dans le fond, comme si on en avait peur aussi. Hein. Ce périphérique, qui est d'ailleurs le sujet d'un film documentaire qui a été primé à Venise il y a 2 ans, Sacro Gras, d'un metteur en scène qui s'appelle Gianfranco Rosi, qui a été fasciné par ce raccord annulaire, mais qui reste au contact de la ville, mais à partir duquel on va pouvoir pénétrer dans la ville, en choisissant, puisque dès lors qu'il y a un cercle, il y a toute une série de rayons possibles, on peut y entrer de diverses manières. Et d'ailleurs, les studios de Cinecittà sont quasiment au contact du périphérique, légèrement à l'intérieur, mais elles sont au contact. Les studios sont au contact du périphérique. Donc, dans le fond, c'est un de ces éléments d'un monde qui grouille et qu'il va falloir découvrir petit à petit. Un monde qui grouille, mais aussi un monde qui est fermé, hein, c'est le propre du cercle. Rome ressemble à certains égards par une île, c'est un monde à part, mais le risque aussi d'une telle île, c'est de ne faire que soit d'y être enfermé, mais avant même d'y rentrer, c'est de ne pas pouvoir y rentrer, de ne faire que le tour du périphérique sans cesse. C'est pourquoi je trouve assez fascinant que Fellini se soit attardé sur cette image du périphérique comme moyen d'être autour, mais d'avoir de la difficulté à y entrer, quoi, hein. Et quand on y entre, effectivement, on est un peu prisonnier. D'ailleurs, Fellini, j'insistais là-dessus sur la
brièveté de ses déplacements à l'intérieur de Rome. Fellini était un noctambule qui adorait se promener en voiture la nuit avec des amis à la découverte de cette ville nocturne et de s'y sentir à la fois protégé et enfermé. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, la découverte du studio est une forme de renforcement de cet enfermement. C'est-à-dire, on va au studio parce qu'on y est encore plus protégé, on y est encore plus encerclé, et c'est dans cette situation de liberté confinée que peut-être Fellini trouvait la capacité de s'évader. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être enfermé pour pouvoir s'évader. Comment concilier chez Fellini, on l'entend aussi, on l'a aussi entendu dans l'extrait, cette vie qui grouille, c'est-à-dire ce rapport en fait à la réalité, avec l'enjeu aussi de ce film qui était de montrer pour Fellini une Rome fantasmée, une Rome aimée. Comment, à partir de personnages du quotidien d'une part, mais aussi de personnages dans ce qu'ils ont de plus vil, peut-il atteindre une forme de rêverie ? Je crois que tout l'univers de Fellini est un rêve éveillé, mais c'est un rêve. Il faut d'ailleurs insister à propos de Roma, il y a la notion du périphérique, mais il y a aussi la notion de l'entrée dans la ville, et le film s'ouvre sur l'arrivée d'un jeune homme, nous sommes en 1939, qui arrive par le train. Voilà, il faut le dire, il y a deux arrivées en fait à Rome. Il y a une première arrivée par la gare, comme vous venez de le dire, qui est donc l'arrivée de Fellini, on suppose, parce que c'est un film autobiographique. C'est totalement... Fellini jeune, une vingtaine d'années, et puis il y a cette arrivée, cette deuxième arrivée par le périphérique, comme on l'a entendu, et là c'est l'arrivée en tant que cinéaste, on entend son équipe. Absolument. Et d'ailleurs, les deux, à mon sens, sont complémentaires. Chez Fellini, c'est toujours une mosaïque dont les différents éléments finissent par se rejoindre. Alors là, l'arrivée par le train, il faut bien insister là-dessus, c'est l'arrivée d'un jeune provincial qui arrive d'une petite ville de Romagne, qui est une ville minuscule, qui est une ville qui, en dehors de l'été où il y a un peu de mouvement, est une ville endormie. Et tout d'un coup, ce garçon qui a 19 ans arrive à Rome et découvre le tumulte, le bruit. Et là où il se rend, pour habiter dans une pension de famille, c'est un des quartiers les plus bruyants et les plus populaires de Rome, c'est Trastevere. Et on enchaîne sur une espèce de grand banquet à ciel ouvert que les Romains se donnent sur une place de Trastevere. Donc Fellini, il est fasciné, et je pense, ce qui va alimenter son imaginaire, qu'il sera fasciné toute sa vie. Il n'épuisera jamais les suggestions de cette ville. Ma première image de Rome a été celle-ci. Ces vieux blocs de pierre usés par le temps qui se dressent en plein champ, juste à la sortie du pays. Plus tard, à l'école, nos professeurs nous donnèrent sur Rome d'autres précisions intéressantes. Silenzio, ordine. Ordine e silenzio. La lupa del Campidoglio, tutta di bronzo. Santa Maria Maggiore, una delle 4 basiliche romane. La tomba di Cecilia Metella, sull'Appia Antica. L'Arco de Costandino. La louve du Capitole, entièrement en bronze. Sainte Marie Majeure, une des 4 basiliques romaines. La tombe de Cecilia Metella, sur la voie appienne. L'arc de Constantin. L'hôtel de la Patrie. Saint-Pierre, le plus grand temple de notre Sainte Mère l'Église. Éteins, allume, éteins. Santa Lucia, arrête! Surtout ne regardez pas. Ne regardez pas! Vous m'entendez? Celui qui regarde est dans l'enfer. Gardez les yeux fermés. C'est le diable! C'est le diable! Le diable! Alors, c'est bon! Les yeux fermés! Ne les ouvrez pas!
Rome est un mythe, et il faut cultiver les mythes parce qu'ils représentent la connaissance de soi-même. Comme un voyage souterrain, une exploration sous-marine, une descente aux enfers, à la recherche des monstres qui habitent dans les profondeurs de l'homme. Jean Gilly, on vient d'entendre l'ouverture du film Roma. Alors il y a quelque chose d'intéressant que je signale. On a entendu au tout début en français avec un accent italien un homme qui dit, on imagine que c'est Fellini, ma première image de Rome a été celle-ci. En fait, cette voix apparaît dans la version, on l'entend dans la version française, mais elle n'est pas dans la version italienne. Et c'est comme si on avait là une insistance sur le fait que Roma était une autobiographie. Et effectivement, on a d'un côté, comme on l'entend dans l'extrait, toutes les images mythiques de Rome, Rome telle qu'on la regarde de loin, telle qu'on la connaît, et ce rapport beaucoup plus personnel. Et Fellini, dans Roma, va ne faire que mêler ces deux registres entre Rome, ville éternelle, et Rome, sa ville biographique, temporelle à lui. Oui, il y a une ville éternelle et puis il y a une ville triviale. Quand on entend la série des monuments commentés, on est en fait dans une séquence où ces images, sous forme de diapositives, sont projetées à des collégiens. Et au milieu de ces images, tout à coup, apparaissent des images érotiques. Il y a une femme nue de dos, on voit ses fesses. Voilà. Et ensuite, il y en a encore 2 ou 3. Et puis le prêtre, ça se passe dans un collège religieux. Donc c'est l'horreur absolue. On est en train de célébrer les beautés de Rome. Et puis tout d'un coup, ce sont de toute autre beauté qui apparaissent, qui révèlent en même temps le rapport que Fellini pouvait avoir au monde extérieur et à Rome notamment, qui est à la fois cette collection de lieux fameux et puis aussi cette ville qui s'agite, qui est pervertie, qui est traversée par une sexualité débridée qui s'exprime dans la séquence que nous avons évoquée par les maisons closes, par la prostitution. Donc il y a là quelque chose qui est un collage. Je pense que le film fonctionne comme un collage. Et dans le fond, ce collage, Fellini laisse au spectateur le soin éventuellement d'y ajouter ses propres images. Et ensuite, comme puisqu'il faisait référence tout à l'heure, on parlait du mythe comme moyen de mieux se connaître, comme moyen de plonger dans la connaissance, non pas du monde extérieur, mais dans la connaissance de soi-même, Fellini nous donne des matériaux. C'est comme si nous disait, je vous donne des pinceaux, je vous donne des tubes de couleurs, mettez-vous à peindre par vous-même. Et on débouche, et on entend cela sur la bande musicale qui est toujours signée Nino Rota, sur le défilé de mode ecclésiastique, qui est une musique extraordinaire, très rythmée, et qui apparaissait d'ailleurs déjà, ce qui prouve que Rota s'est resservi 2 fois de la même mélodie, qui apparaissait déjà dans la Dolce Vita. Cette séquence très rythmée qui accompagne le défilé de mode ecclésiastique, je précise, est une séquence musicale qui était déjà utilisée dans la Dolce Vita, ce qui montre bien d'ailleurs le lien entre les 2 films. La Dolce Vita dont on va très bientôt parler. Juste restons un petit peu encore quand même sur Roma. Il y a cette réplique incroyable où le maître d'école dit « gardez les yeux fermés face à cette nudité ». Et Fellini, à l'inverse, ne fait que nous ouvrir les yeux sur la Rome qu'il aime. Alors là, il y a quand même un petit paradoxe parce que d'un côté, il veut nous montrer, il veut percer le mystère romain, qui est son mystère à lui d'une certaine manière, parce que c'est un film autobiographique, et en même temps, il ne fait que y investir ses propres fantasmes. Alors comment on peut percer un mystère en le montrer à un public tout en y montrant ses propres fantasmes? C'est forcément une vision périphérique de Rome, justement. Oui, il y a le côté censeur. Hein. Bon, le prêtre ici fonctionne comme un censeur et Fellini veut au contraire ouvrir. Mais en même temps, si vous ne gardez pas une part de mystère, votre objet perd son intérêt. Donc Fellini, c'est à la fois quelqu'un qui montre et qui cache. Et le fait de cacher, je crois, est aussi important que le fait de montrer. Parce que si on n'avait qu'une collection de choses montrées, je pense qu'elles perdraient de leur intérêt. Donc il faut constamment jouer sur ce va-et-vient entre ce qu'on montre et ce qu'on cache. Qu'il y ait à la fois
comment dirais-je, l'interdit, et puis la décision de surmonter cet interdit, de briser les tabous. Mais en même temps, ces tabous, il faut les garder, quoi. C'est d'ailleurs... Il faut pas oublier que Fellini est un spiritualiste et que donc pour lui le sens du péché c'est pas un vain mot. Donc il faut pécher pour se faire pardonner et puis il faut repécher pour pouvoir se confesser. Et les prêtres n'aiment rien tant que le pécheur pour pouvoir le pardonner et pour que celui-ci reste d'une certaine manière dépendant de vous. Donc finalement Fellini pêche pour pouvoir être pardonné et il repêche pour pouvoir être pardonné sans cesse. Sans cesse. Moi, je pense que tout le mouvement de Fellini, c'est une chose et son contraire. Et que la dynamique, elle est là, quoi. La dynamique, elle n'est pas dans « je vais vous montrer Rome, vous allez vous émerveiller ». Je vais au contraire vous en suggérer certains mystères, vous en dévoiler certains aspects connus ou prohibés ou interdits ou tabous, mais en même temps avec suffisamment de retenue pour que d'ailleurs vous ayez envie de continuer. Parce que si on vous révèle tout, d'une certaine manière, l'objet s'épuise. Mais en laissant en place constamment une part de mystère, on a la possibilité d'alimenter en permanence l'inspiration. Fellini a tourné autour de Rome dans d'autres films après Roma. Il y a d'un côté la Rome éternelle qu'on voit par cliché, et puis comme Fellini l'a vu quand il était petit à l'école, comme on l'a entendu dans l'extrait, et puis il y a aussi la Rome de Fellini, donc c'est déjà pas vraiment une opposition, mais du moins une différence. Et puis il y a aussi, dans la vision même de Fellini, deux types de visions. Celle qu'il avait enfant, c'est la Rome rêvée, et celle qui après, cette Rome rêvée qu'il a surfantasmée par les moyens du cinéma. Il a quand même un ajout de vision, d'une part un rêve, et qu'il a exploité après avec ses films. C'est quand même aussi l'objet de de Roma, que de montrer Fellini dans une position un peu démiurgique avec son équipe, cette mise en abîme de son équipe. Oui, mais la Rome rêvée, en fait, il n'aura de cesse que de la recréer. Et comme il ne peut pas la recréer en filmant ce qui est autour de lui, parce que cette Rome authentique échappe à sa rêverie, échappe à ses visions. Donc, pour la recréer, il faut la recréer de toutes pièces en studio. En fait, le studio a pour but d'essayer de retrouver non pas la Rome authentique, celle-là elle est autour de lui, il suffit d'aller se promener, et il le fait, beaucoup. Mais la Rome qu'il a dans sa tête, qui est une Rome fantasmée, qui est une Rome onirique, cette Rome-là, il faut la recréer de toutes pièces. Et donc le studio, progressivement, il découvre, parce que c'est pas quelque chose qui est instantané et dont il a eu conscience tout de suite. Progressivement, il s'aperçoit que dans le studio, à Cinecittà, notamment dans le grand studio numéro 5, le mythique numéro 5, qui d'ailleurs aujourd'hui porte le nom de Federico Fellini, dans ce studio, il peut refaire la Via Veneto, refaire des rues entières, refaire des monuments, refaire la plage, refaire la mer, les bordures de mer, construire avec l'aide d'un certain nombre de collaborateurs plus prestigieux et plus habiles les uns que les autres, mais reconstruire une Rome, ce qui lui permettra même ensuite de reconstruire une Rome de l'Antiquité. Avec le Satyricon, son imaginaire, son désir ira jusqu'à recréer l'Antiquité de Rome. Mais ce qui est intéressant, c'est que son imaginaire recrée mieux que le réel. C'est-à-dire que les studios de Fellini sont plus authentique que l'authentique. Oui, il y a un exemple célèbre qu'il citait souvent, c'est celui de la Via Veneto, qui apparaît dans la Dolce Vita, qui au départ, longue séquence, au départ devait être tournée dans l'authentique Via Veneto, et puis pour des raisons diverses, et notamment la difficulté à installer une équipe de tournage dans cette rue extrêmement passante, donc on la recrée en studio, on la recrée à l'identique, et je donne d'ailleurs à qui le voudra, je fais le pari que si on n'en sait rien et qu'on voit la Via Veneto dans le film, on n'imagine pas une seconde qu'on est dans un décor de studio. Mais moi je ne le savais pas. Voilà. Je n'avais pas repéré. Voilà, parce que justement, après, c'est là aussi où il y a le cheminement, après, lorsqu'il recréera des lieux en studio, il ajoutera quelque chose pour que nous nous rendions compte que nous sommes en studio. Mais dans la Dolce Vita, il fait encore comme si.
Et il dit d'ailleurs, il faudrait avoir un esprit très attentif pour découvrir un petit détail qui fait la différence entre la Via Veneto authentique et la Via Veneto que je recrée en studio, c'est que la Via Veneto authentique est en légère pente. La mienne, en studio, elle est horizontale. Donc c'est la seule différence. Pour le reste, c'est extrêmement difficile. Et il finit par ajouter que quand il traversait la Via Veneto authentique, elle lui semblait factice, parce que pour lui, la vraie, c'était celle qu'il avait fabriquée à Cinecittà. Il dit, Fellini dit, j'ai inventé dans mon film une Via Veneto qui n'existe pas du tout. Je l'ai élargie et modifiée avec une liberté poétique jusqu'à ce qu'elle prenne les dimensions d'une grande fresque allégorique. Le studio lui-même devient plus mythique que la Rome mythique éternelle qu'on connaît. Absolument, parce que la réalité n'a peut-être pas la dimension suffisante pour atteindre le niveau du mythe. En studio, on a les moyens de construction de lumière, de décor, de musique, pour fabriquer un nouvel espace. Ehi, venite a vedere qua. Che cosa sta succedendo? Gli affreschi stanno scomparendo. E l'aria esterna. E l'aria esterna. Michel! Michel! L'aria distrugge gli affreschi. No! Les fresques. Les fresques disparaissent. C'est l'air de l'extérieur. Michel! Michel! L'air détruit les fresques. C'est un désastre. Michel! Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Marcello, è arrivato tuo padre. Chi è tuo padre? Mio padre. E lì ti ha cercato uno, dice che è tuo padre. Ma dai, pianta, la saluti, non fare. E da lì sta mangiando. Guarda, sta a quel tavolino, sono 2 ore che ti cerca. Ma non ha detto che è il padre. Papà. Marcello, finalmente. Sono a Roma da stamattina. Ti ho cercato dappertutto, a casa, al giornale. Stavo per ripartire. Un tuo amico mi ha detto di aspettarti qui. Ah si, è paparazzo. Dis donc, c'est formidable ce qu'il y a de monde à cette heure-ci. Il y en a autant tous les soirs? Tous les soirs, oui. Ah bah chez nous, à cette heure-ci, tout le monde dort, c'est un sinistre. Et tu t'es habitué à cette vie-là? Tu tiens le coup? Ça serait malheureux depuis le temps. Ton métier marche bien, tu es content? Oui, bien sûr, le métier de journaliste, si on sait y faire, ça rapporte bien. J'ai mes entrées partout, je dois dire que j'ai beaucoup de chance d'ailleurs. Je connais tout le monde dans tous les ministères, au Vatican. Je peux faire une voiture, tiens, elle est là. Et un appartement. Ah, ça me fait penser. Toutes les fois que je t'ai téléphoné, c'est une femme qui m'a répondu. Qui est-ce? Chez moi? Marcello, je ne te dis rien, je ne t'approche rien, tu es un homme. Mais le tout dans la vie, c'est de savoir choisir. On peut s'amuser naturellement, on n'est pas des saints. Mais quand on mariage, c'est sérieux. Et si tu as quelqu'un qui vit avec toi, elle doit peut-être espérer. Mais non, papa, tu y es pas. Quand tu m'as téléphoné, tu es tombé sur la femme de ménage. Dis donc, je vois que tu as affaire. Non, papa. Mais non. si, je suis sûr que tu as du travail. Surtout, ne te gêne pas, dis-le-moi. Je travaille ici. Ah oui? Oui, c'est l'endroit à Potin, où l'on peut rencontrer des gens intéressants, où l'on peut faire des photos. D'ailleurs, mon journal est là-haut, tu vois. Si je comprends, c'est un métier de tourpeau. Tu restes assis et tout se fait tout seul. Belle c'è la luna, brille strette, strette con le butto belle fasteggia sotto il cielo di Roma. Down each avenue or via street or strada, you can see him disappearing 2 by 2 on an evening in Roma. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening in Roma, though
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h29, bientôt 10h30. Et c'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à Rome. Et maintenant à Rome avec Fellini. Et pour parler de Fellini Roma, de Roma, mais aussi de la Dolce Vita, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Gilly, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi critique et historien du cinéma, auteur notamment de Fellini, magicien du réel, disponible aux éditions Gallimard, du cinéma italien paru aux éditions de La Martinière et puis plus récemment de la préface du dictionnaire du cinéma italien, disponible aux éditions du Nouveau Monde. Jean Gilly, on y était sur la Via Veneto. On vient d'entendre un extrait donc de la Dolce Vita, le grand film de Fellini qui a marqué un tournant dans sa carrière. Mais juste avant, on a quand même entendu un extrait de Roma, qui est un extrait incroyable. En fait, on est dans le métro. Le métro doit poursuivre sa construction, mais elle est empêchée parce qu'à chaque fois que le métro, on essaie d'agrandir le métro, on découvre de nouvelles fresques, de nouvelles œuvres d'art enfouies sous la terre. Et là, dans l'extrait qu'on entendait, c'est que l'air, les fresques avaient été découvertes et l'air abîmait ces vieilles fresques. Donc il y avait vraiment une confrontation entre d'un côté l'air pur de la vie qui venait abîmer l'Antiquité, alors que dans la Dolce Vita, on entend un rapport au temps beaucoup plus souple, il n'y a pas de confrontation entre la vie moderne et l'Antiquité. On est tout de suite dans la vie moderne et dans la langueur qu'elle a avec elle. Je suis content que vous soyez revenu sur le premier extrait sonore que l'on avait entendu. Cette idée qu'a Fellini d'un métro, ça fait partie de la chronique quotidienne. À Rome, le moindre chantier tombe sur des éléments de l'Antiquité, bloque les choses, les chantiers sont parfois arrêtés. On sait que Rome n'a que 2 lignes de métro et la 3e ligne qui est en cours de construction. Les problèmes que Fellini évoque dans son film sont des problèmes, bien entendu, qui se posent encore aujourd'hui, où il faut parfois... Alors la solution, c'est de passer en creusant des souterrains plus profonds, en faisant circuler le métro à un niveau encore plus bas que celui qui est généralement utilisé. Et moi, ce qui me frappe dans cette séquence, au-delà de sa signification, sur le rapport entre le présent, la technologie, on construit un métro souterrain et la présence de l'Antiquité. Où là, on est directement en conflit, c'est une vision assez classique. Alors, on est directement en conflit, et d'ailleurs, c'est un conflit permanent. Quand on a ouvert la Via della Conciliazione, qui est la grande voie qui conduit à Saint-Pierre, il y a eu un débat qui n'est d'ailleurs pas clos sur la légitimité de cette ouverture qui a détruit un vieux quartier, qui est le quartier du Borgo à Rome, près du Vatican. Et donc, c'est une problématique qui n'est pas du tout datée au film de Fellini. C'est encore une problématique contemporaine. Mais moi, au-delà de ça, ce qui me frappe, donc, l'idée, elle est commune. Le rapport entre la technologie, la modernité, et puis le passé, la présence dans cette ville qui a des strates multiples, mais enfin au moins une fondamentale, l'Antiquité romaine, et l'autre, la contemporanéité. Moi, ce qui me frappe, c'est l'imaginaire de Fellini qui ajoute cette idée dont je ne sais pas d'où elle lui est venue, ce qui prouve que quand même il y a une créativité chez lui qui est assez incroyable, de l'air qui va effacer les fresques. Ça, c'est une idée de génie, parce qu'on peut avoir une idée de scénariste de raconter cette confrontation, mais l'idée de concevoir ce qui, de surcroît, remarquons-le au passage, est une idée visuelle. Oui, visuellement, il faut avoir la scène, faut la voir ou l'avoir en tête. C'est-à-dire, les fresques, tout à coup, sont recouvertes d'une sorte de voile. Et elles s'effacent. Blanc, et elles s'effacent. Elles s'effacent. C'est des fresques magnifiques qui représentent un certain nombre de personnages dans des vêtements d'apparat. Donc, c'est quelque chose de très, très beau. C'est quelque chose de très coloré. Et ça s'efface. Donc, ça, c'est pas l'idée d'un romancier. On peut le raconter, nous sommes en train de le faire. Mais c'est l'idée d'un cinéaste qui arrive à visualiser ce qu'est ce choc entre le passé et le présent. Ça, c'est proprement génial. Et je me demande d'ailleurs où puisait-il ce genre d'allusion. Alors après, bien sûr, avec
La Dolce Vita, d'abord c'est le premier film où il entre de plein pied dans Rome et où il en fait un sujet exclusif. Rome, il avait déjà tourné autour de Rome. Il avait déjà inscrit un certain nombre de films dans la ville, notamment Les Nuits de Cabiria. Mais Les Nuits de Cabiria, on reste un peu à l'extérieur aussi. Comme Cabiria est une prostituée, les prostituées ont un peu tendance à se cacher ou être un peu à la périphérie de la ville. Surtout qu'au moment des Nuits de Cabiria, il n'y a plus de maison close. Qu'il montre dans Roma, par ailleurs, et dans d'autres films aussi. Non, là, pour le coup, on est de plein pied dans Rome. Alors là, par contre, on est de plein pied et on est dans le cœur du cœur. La Via Veneto, ce sont les Champs-Élysées, si vous voulez. C'est le cœur de la ville. C'est là où il y a une agitation nocturne dont le père, on ne dit pas d'où il vient, mais il vient probablement de Rimini, puisque là aussi c'est en partie autobiographique, ou en tout cas peu importe qu'il vienne de Rimini ou d'ailleurs, en tout cas c'est un provincial qui habite dans une toute petite ville, qui part à la recherche de son fils, qui n'imagine pas quelle vie de turpitude mène le garçon, persuadé que c'est un journaliste qui fait bien son travail, qui ne comprend pas très bien pourquoi il doit être aussi actif en pleine nuit sur cette Via Veneto où se rencontrent toutes les déformations de la ville, tous les fêtards, tous les noceurs, tous les trafiquants qui sont là, toutes les célébrités, puisque Rome est un miroir aux alouettes, c'est-à-dire toutes les célébrités arrivent à Rome, et d'ailleurs ce sera un des thèmes du film, avec l'arrivée d'une star hollywoodienne interprétée par Anita Ekberg. Bon. Donc il y a ce choc, et il y a soudain deux niveaux de culture. C'est ça qui est fascinant dans cette scène. Il y a le niveau de culture du fils qui est devenu non seulement immergé dans cette ville, mais il en est même devenu un des éléments de référence, et puis le père qui représente une vieille moralité, une vieille façon de se comporter, qui n'imagine pas que Marcello puisse vivre avec une femme et qu'il ne prévoit pas d'en faire son épouse. Et Marcello qui ment, qui dit que c'est sa femme de ménage. Et Marcello répond que c'est la femme de ménage qui a répondu, alors que nous savons, pour l'avoir vu précédemment, que c'est sa fiancée qui est folle amoureuse de lui. Que c'est sa compagne, que c'est quelqu'un avec qui il entretient quand même un rapport continu, même s'il ne la traite pas toujours avec l'élégance qui conviendrait, ou simplement l'humanité qui conviendrait, parce qu'il doit mener sa vie, il doit notamment... Il doit faire la fête. Il doit faire la fête, d'autant qu'il justifie ça de manière un peu arbitraire, en disant c'est l'occasion de faire des rencontres qui pourront me servir dans mon métier. Oui, on peut dire ça, mais on pourrait aussi dire le contraire. Donc... ce choc est terrible, et d'ailleurs va se prolonger par le fait qu'il va essayer de mettre dans les bras de son père une jeune femme. C'est plus ambigu que ça, parce que c'est aussi son père, c'est-à-dire que vous venez de dire que son père pensait que, était moral. Mais en fait, il est fasciné par cette vie-là. Et Marcello raconte que son père partait qu'il n'avait pas vu son père pendant des années ou pendant des mois, pendant des semaines, il s'absentait, c'est ça. Oui, mais ça, c'était aussi un souvenir autobiographique. Le père de Fellini était représentant de commerce et était très souvent hors du foyer, quoi. Il partait faire des tournées pour présenter les produits dont il était le représentant. Donc ça aussi, c'est un lien, et on peut supposer que cet homme, évidemment éloigné de sa vie familiale, pouvait se permettre des échappatoires à une morale rigide. Mais ce père, il essaie d'une certaine façon un peu de le corrompre, mais le père est rattrapé. Il fait un malaise dans la nuit. Il fait un malaise dans la nuit, voilà. Il est rattrapé. Sa morale le rattrape. Et il décide, tout à faire ses cendres, de repartir à la gare et de prendre le premier train. Mais vous avez, vous ne l'avez pas dit, mais il y a vraiment dans la Dolce Vita l'idée de radiographie d'une société. Et là, pour le coup, c'est vrai que le conflit entre modernité et antiquité est une idée assez commune, somme toute, et qui est pas du tout datée d'ailleurs, effectivement. Mais en revanche, dans la Dolce Vita, d'un point de vue de la mise en scène, de l'enchaînement des scènes, il n'y a pas du tout de parti pris, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de conflit véritablement. Oui, alors Marcello est face à des choix existentiels, mais c'est comme s'il ne les réglait jamais. C'est vraiment un film où tout est différé sans cesse. Oui, tout est différé jusqu'au final d'ailleurs. Tout est différé parce que Marcello est quelqu'un qui ne décide de rien. Bon, c'est quelqu'un qui se laisse porter, qui a un charme, une fascination, qui agit non seulement sur les femmes, mais aussi sur les hommes.
notamment son amitié avec le personnage de grand industriel cultivé qu'on découvre jouant de l'orgue, qui est interprété par un acteur français qui est Alain Cuny. Et donc, Steiner, il s'appelle, c'est son ami Steiner. C'est son ami Steiner. Avec Steiner, il entretient cette relation, là aussi, de fascination réciproque. Mastroianni, le personnage de Marcello, par parenthèse, Fellini lui a laissé son prénom, le personnage de Marcello, c'est quelqu'un qui va à la découverte d'un monde qui n'est pas le sien, puisqu'il est d'origine provinciale, dédoublement de personnalité, et tout le fascine. Et il se laisse porter, c'est pas quelqu'un qui décide quoi que ce soit, il se laisse porter par les gens qu'il rencontre, et quand il pourrait décider quelque chose, dans le final, où une jeune fille lui fait signe de ne pas suivre ses compagnons de débauche, elle l'appelle, il n'entend pas. En réalité, il ne veut pas entendre. Oui, c'est ça. Il ne veut pas entendre parce qu'ils ne sont pas très éloignés. Il y a une espèce de flaque qui pourrait facilement traverser pour aller écouter ce que lui dit cette jeune fille. Et cette jeune fille, moi je l'interprète de manière totalement spiritualiste. Cette jeune fille, c'est l'ange. Hein, c'est l'ange qui lui dit « Attention, tu es en train de partir avec le diable. Hein, tu te laisses entraîner par tes amis qui te portent sur la mauvaise voie. Je te fais signe. » Marcello n'entend pas, ou ne veut pas entendre. En réalité, est-ce qu'il faut imaginer qu'il est suffisamment désormais corrompu ou qu'il s'est suffisamment laissé gangréner par le milieu dans lequel il vit, ou garde-t-il une marge d'indépendance, et c'est peut-être d'ailleurs un des mérites, une des qualités du film, que de laisser la chose en suspens. Bon, Marcello n'entend pas l'appel de l'ange, il part, est-il pour autant perdu? Fellini laisse planer le doute. Vorrei vivere in una città nuova e non incontrare più nessuno. A me invece Roma piace moltissimo. È una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene. Anch'io vorrei nascondermi, ma non ci riesco. Non ci riesco. E adesso cosa si fa? Facciamo un giro, restiamo. Anche Roma, che noia. Mi ci vorrebbe un'isola. Se la compri? Je voudrais vivre dans une ville toute neuve où je ne connaîtrais personne. Eh bien, moi, par contre, je me plais beaucoup à Rome. C'est une espèce de jungle, tiède et tranquille. On ne peut se cacher nulle part aussi bien. Corrompue, débauchée, ivre, grimaçante, la société que nous fait voir Fellini est en complète décadence. Mais elle ne l'est pas inconsciemment. Il s'agit d'un monde en train de s'interroger, de se tâter, qui hésite avant de mourir. Fellini est le plus impitoyable témoin du pourrissement du monde occidental. Le paysage humain qu'il nous montre en mouvement est à la fois la plus terrible et la plus grotesque caricature de la société des hommes. Bestiaire plutôt qu'étude, elle nous montre tous les types de groins et de mufles dans toutes les situations, prostituées, déesses, androgynes, succubes, ecclésiastiques, hideux, militaires, abominables, parasites, artistes, faux poètes. En deçà de la parole, en deçà de l'amour et de la conscience, ils semblent les derniers survivants d'une catastrophe incompréhensible, prisonniers de leurs eaux sans spectateurs. Cette société maudite est la nôtre, nous n'en doutons pas. Cosa stai adesso? Cosa vedi? Cupole e campanili! Ah, è bellissima qui su! Si vede tutta la città! Le piazze, le strade, la gente che vanno a lavorare! Si vede la gente che lavora, non è Roma! Gino, tu survoles quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Des coupoles et des campaniles! C'est vraiment merveilleux! D'ici, on voit toute la ville, les places, les rues, les gens qui vont travailler! Travailler, si les gens vont travailler, alors c'est pas Rome. Mais pourquoi tu restes À ici? force de regarder au loin, tu dois avoir une autre ville. Ils font des Romains et nous on bosse et on se crève du matin au soir. Mais non, Rome, ça n'est pas que des fous qui courent, qui se dépêchent. Les gens sont devenus désagréables. Oui, parce que les Romains ont disparu. J'exagère, mais regardez donc, rien que des hippies repoussants de saleté, des étudiants qui ne veulent rien étudier, des travestis, des drogués de toutes les races. Parce que là, tu oublies que ton film va aller à l'étranger. Et si tu y mets encore et toujours tes invertis, tes putains, tes cochonneries habituelles, de quoi aura-t-elle l'air notre Rome bien-aimé? Monsieur Fellini, il y a quelqu'un qui veut vous parler.
Je voudrais savoir si ce film d'auteur que vous faites de Rome aura un point de vue objectif et se référera aux problèmes extrêmement graves que résout la société actuelle et aux manifestations des étudiants. Bien entendu, nous ne pensons pas uniquement à ceux de l'enseignement. Le monde du travail, par exemple, les horaires, les cadences, la vie en usine, les paysans et bien d'autres problèmes. Oui, nous, on en a marre de toujours voir la Rome souillon, grassouillette et maternelle. Oui, d'accord. C'est-à-dire les habituels Parce clichés. que Rome n'est pas que Mais ça. je crois qu'on fait bien seulement ce qu'on sent. Voilà les casse-croûtes. Qu'est-ce que tu vois maintenant? La gare. Et une autre coupole. Ah oui, c'est celle du théâtre de Barafonda. Dans ce magnifique texte que vous avez cité, qui est écrit par Jean-Marie Gustave Leclésio, dans le numéro d'une revue aixoise qui s'appelle L'Arc, Leclésio, je crois, écrit un texte à peu près définitif sur certains aspects. Il n'épuise pas le film, puisque par ailleurs, Mastroianni, c'est une ville tiède et tranquille. Bon, donc il y a le côté protecteur, et puis il y a les turpitudes qui sont au cœur du dessin félinien. Fellini veut, en quelque sorte, régler ses comptes avec un aspect de cette ville, qui est en même temps la ville où il veut vivre, parce que c'est celle qui lui fournit. Moi, je pense que Rome est pour lui une espèce d'aliment, comme pour son esprit, pour sa fantaisie, pour son imaginaire, pour ses rêveries. Donc, ce catalogue de personnages plus monstrueux les uns que les autres sont autant de signes, de suggestions pour pouvoir, en quelque sorte, aller de l'avant. Et d'ailleurs, on l'a souvent dit, pourquoi La Dolce Vita est le film clé de l'œuvre de Fellini, c'est parce que c'est un film qui est à la charnière entre un cinéma, finalement, assez traditionnel, plein d'imagination déjà, bien sûr, avec des personnages inoubliables, notamment ceux interprétés par Giulietta Masina, mais on reste quand même dans un cinéma de nature traditionnelle. La rupture, c'est la Dolce Vita. C'est une rupture aussi dans la manière de raconter les choses. Il n'y a pas un scénario avec un début, un milieu, des étapes, une fin. C'est une sorte de kaléidoscope qui nous amène dans différents lieux de la ville, notamment dans ce quartier de Léour qui reviendra souvent, quartier des années 40, qui fait penser, parfois on l'a comparé à des dessins de De Chirico, des dessins métaphysiques de De Chirico. Fellini va puiser dans tous ces éléments pour arriver à bâtir son œuvre. Fellini est quelqu'un qui a, vis-à-vis de l'image, vis-à-vis du film, une liberté totale. Vous savez que Fellini a décidé de devenir cinéaste quand il a compris qu'il pouvait disposer de la même liberté que s'il était dessinateur ou écrivain ou peintre ou musicien. La seule chose qui le retenait vis-à-vis du cinéma qu'il a tiré depuis l'enfance, c'était qu'il pensait ne pas y jouir de toute la liberté qui lui était nécessaire. Quand il a compris que c'était possible, il est entré dans le cinéma. Et par étapes, il est arrivé à cette œuvre charnière fondamentale qui est la Dolce Vita, qui reste aujourd'hui un film inouï. On peut le revoir, le film, il est là, dans une perfection absolue, comme vis-à-vis des grandes œuvres du passé, autres que cinématographiques, bien entendu. Mais juste après le texte de Leclésio que j'ai lu, on a entendu un autre extrait de Roma, donc de Fellini Roma, et qui donc c'est l'équipe de tournage de Fellini qui dit voilà, Rome c'est des toxicomanes, c'est ça, c'est la vraie vie, c'est des toxicomanes, des prostituées, c'est toutes sortes de gens, et puis une autre personne plus âgée qui dit mais non, mais ça il faut pas montrer cette Rome là, il y a vraiment, on retrouve un conflit des générations, mais surtout ça pose cette question de cette île, cette jungle dans laquelle on peut se cacher finalement, on a du mal à saisir sa vérité. C'est-à-dire que de la même manière que Fellini va dans le métro, découvre des œuvres d'art dans ce qu'il y a dans les bas-fonds, on peut dire que chez Fellini cohabite aussi dans le plus quotidien, le plus souterrain, le plus banal, le plus terre-à-terre, toute la magie de Rome. Mais je crois que Fellini n'a jamais prétendu qu'il allait épuiser toutes les suggestions de Rome. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher, en approchant de la fin de cette émission, d'évoquer La Grande Bellezza, le film de Sorrentino, parce que pourquoi quelqu'un comme Sorrentino, qui selon moi est le seul génie actuel du cinéma italien, pourquoi Sorrentino se penche là-dessus? Parce qu'il pense qu'il peut ajouter quelque chose, qu'il peut à son tour construire, ajouter une pierre à l'édifice, repartir à la découverte de Rome, parce que Fellini lui en a en quelque sorte
j'anticipe peut-être un peu en disant que Fellini lui en a confié les clés. Non, bien sûr que non. Fellini n'a confié les clés à personne. Son univers était tellement unique et impossible à reproduire qu'on ne peut pas voir les choses comme ça. Mais que, en tout cas, Rome garde son pouvoir de suggestion, garde son pouvoir d'inspiration dans le cinéma italien contemporain, que la référence à Fellini est une référence obligée, mais qu'elle n'épuise pas tout, parce que le propre de cette ville dont on a vu à quel point elle était un kaléidoscope permanent, si on réussissait à l'épuiser, c'est que finalement c'est pas un kaléidoscope authentique. Il y a un très beau texte de Fellini qui dit aussi dans Auto-Intervista, j'avais commencé avec ça tout à l'heure, mais qui dit qu'il n'était pas nécessaire de voyager pour saisir l'insolite, l'étrange, l'inattendu, que même les choses proches peuvent présenter des aspects inconnus, et que c'est justement chez soi et entre amis que se révèlent tout à coup des béances sur un monde étranger. Tout est une question de regard. No, ma questa neanche nelle sceneggiate napoletane, no! Sei un vero maiale! Queste cose dinanzi a me non le tollero! Scusa, signora! Ma lascialo stare, non devi sparare! Io dove vuoi andare? Un discorso di ringraziamento a tutti i miei amici per la bella carriera che mi hanno fatto! Dove vai? Stai qui a farmi compagnia? Tu es un mec. Je ne tolère pas qu'on traite une femme de cette façon devant moi. Présente-lui tes excuses immédiatement. Immédiatement, tu entends? Je t'ordonne de t'excuser. Je veux faire un discours de remerciement à tous mes chers amis. Je veux les remercier de la jolie carrière que j'ai faite. Tranquille, oui. Ah oui, je leur dois bien de les remercier, public. Quoi, tu veux les remercier? T'es une belle grosse dinde, toi. Tu viens tout droit de ta cambrousse, hein? Ça sent le grand air, ça, le petit patelin au bord de la route, hein? Toi. Allez, viens, va. On va leur faire voir à cette bande d'impuissance, hein? On va leur faire voir que t'es une solide petite bourrique. Allez, tiens. Alors, t'es venu aller chercher ton fil, Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Je me prenais pour Bénure en conduisant d'une main. Mais je t'ai rencontré et puis tout a changé. L'émission se finit, la fête se finit, Jean Gilly. Donc on a entendu la fête de fin quand même de la Dolce Vita. Et effectivement, si Fellini, si d'autres cinéastes peuvent apporter d'autres suggestions, il y a quelque chose d'indépassable en lui. Donc merci beaucoup. C'était un plaisir de terminer cette semaine romaine avec vous et Fellini. C'est moi qui vous remercie. Donc je rappelle qu'on peut lire de vous Fellini, magicien du réel, donc paru aux éditions Gallimard, le cinéma italien paru dans une nouvelle édition en 2011 aux éditions de La Martinière, et puis plus récemment le dictionnaire du cinéma italien que vous avez préfacé et qui est paru aux éditions du Nouveau Monde. Et c'est la fin des nouveaux chemins et de cette semaine romaine déjà. Mais on se retrouve demain pour les chemins du vendredi pour parler de cogito gourmand, de nourriture et de corps politique en compagnie de Corinne Pelluchon et à l'occasion des rencontres de Sophie, rencontres philosophiques qui débutent la semaine prochaine, le mercredi 4 mars à Nantes et qui seront donc consacrées aux nourritures terrestres. Et si d'ici demain vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous comme d'habitude sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins. Vous pourrez l'écouter en ligne, la télécharger et trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne l'émission du jour.